All right, I've run out of patience. On to roost! Hey everyone. Est-ce que Spider-Man est bel et bien de retour? Bon, en soi il n'est jamais parti, et n'a jamais été mort, mais le super-héros Marvel a tout de même traversé une mauvaise passe en ce début des années 2010, voire même un peu avant d'un point de vue critique. Cette vidéo sera l'occasion de revenir sur l'intérêt populaire porté sur Spider-Man au fil des années jusqu'à aujourd'hui, en se focalisant sur les jeux vidéo, et donc sur ce nouveau Spider-Man tout juste sorti sur PS4, et bien sûr aussi sur Tom Holland, notre tisseur de toile actuel au cinéma. Spider-Man est un personnage de l'univers Marvel créé par Steve Ditko, Jack Kirby, Stan Lee et est apparu pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy numéro 15 en août 1962. Très vite et grâce au succès de ce numéro, le personnage va voir sa propre série de comic books débarquer dès l'année suivante sous le nom de The Amazing Spider-Man. Le personnage ne cesse d'être de plus en plus populaire et apprécié du grand public, jusqu'à devenir très rapidement, 5 ans plus tard en 1967, porté sur nos écrans avec la série télévisée éponyme Spider-Man, l'araignée, chez nous en France. Bon, comme ça ne vend plus du rêve, mais la première saison était cool et puis c'est parti en couille ensuite. Mais cela n'est que partie remise à propos des aventures du héros à la télévision, puisqu'en 1977 débarque une nouvelle série télévisée, The Amazing Spider-Man, avec Nicolas Hammond dans le costume de l'homme araignée. Nicolas Hammond devient le premier acteur à porter le costume de Spider-Man à la télévision, et même au cinéma, car le premier épisode sous forme d'un téléfilm pilote d'1h30 est sorti en salle, notamment en France l'année suivante, en 1978, où le film a atteint un score honorable de 700 000 entrées. Nous retrouverons Nicolas Hammond une nouvelle fois dans nos salles de cinéma françaises l'année suivante, dans deux nouveaux films, La riposte de l'homme araignée et Spider-Man défie le dragon, tous deux montés à partir d'épisodes de la série TV principale The Amazing Spider-Man. Et sinon, parallèlement à tout ça, les Japonais se sont aussi chargés d'adapter le personnage sous forme d'une série télé... Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce gros monstre? Et Spider-Man qui a une voiture qui vole? Mais ils ont fumé quoi ces Japs? Barbara, change Leopardo. Faisons comme si nous n'avons rien vu. Au final, tout ce qui a suivi le premier film, ça n'a pas beaucoup marché. Et le personnage a donc quitté les salles de cinéma et ce format pour se consacrer à de nouvelles séries télévisées d'animation, aux comic books bien évidemment, mais aussi aux jeux vidéo. En effet, c'est en 1982 que le premier jeu Spider-Man a été créé sur Atari 2600. Visiblement, l'objectif était de grimper tout en haut d'un immeuble en tissant sa toile, tout en évitant les ennemis sur notre passage. On suivit ensuite de nombreux jeux vidéo sur le super-héros Marvel, des beat'em all, des jeux d'action plateforme sur de nombreuses consoles, sur Amiga, Atari ST, Game Boy, NES, Mega Drive, etc. Enfin voilà, vous voulez du Spider-Man, et ben on va vous en donner du Spider-Man. L'homme araignée, avant les années 2000, avait donc tenté de se propager sur d'autres supports dans le but d'étendre sa notoriété en plus de celle qu'il possédait déjà avec les comic books. Mais c'est en 2002 qu'il va atteindre son apogée sur la scène du jeu vidéo et surtout sur celle du cinéma. Les ventes de comics s'effondrent, les super-héros ont besoin d'un nouvel espace pour exister, et Spider-Man de Sam Raimi, sorti en 2002, va faire partie des films qui vont leur montrer la voie, et cette voie, c'est celle du cinéma. Je précise et rappelle que Sony, en 1999, a racheté à Marvel les droits cinématographiques du personnage, et donc ce sont eux qui sont derrière les films. C'est bien simple, Spider-Man devient le plus grand succès pour une adaptation de super-héros à l'écran, rassemblant 821 millions de dollars de recettes, dont quasiment la moitié sur le territoire américain. En comparaison avec deux autres films de super-héros sortis quasiment au même moment, on peut voir à quel point le succès de Spider-Man est exceptionnel. Les gens veulent voir Spider-Man, tout le monde se déplace au cinéma, grand comme petit, seul ou en famille. Spider-Man est un héros
héros qui peut s'adresser à tout le monde, et il s'agit bien de sa grande force. S'ensuit Spider-Man 2 en 2004, qui, bizarrement, était salué par toute la critique, annoncé comme meilleur que le premier, et pourtant qui réalise un score inférieur à l'opus précédent. Et alors là, grosso modo, Sony s'est dit « Eh les gars, on va pas se laisser faire, on va tout donner pour Spider-Man 3 ». Du coup, nous avons eu le droit à un troisième film assez brouillon, avec de nombreux personnages imposés par le studio que Sam Raimi ne voulait pas dans son long métrage, des intrigues et des développements de personnages inégaux, un film qui devait durer 3 heures et « Non, monsieur Raimi, vous me raccourcissez ça, il faut que ça dure 2h20 ». Bah tiens, je sais pas vous, mais on a déjà revu ça il y a pas longtemps, hein? Laissez ces mecs faire leur film. Merci. Mais paradoxalement, encore une fois, les critiques ne sont pas tendres avec ce troisième long métrage. Mais Spider-Man 3 est le film de la trilogie qui a connu le plus de succès en salle. Et pendant ce temps-là, côté jeux vidéo, nous avons surtout eu les jeux vidéo retraçant ou prolongeant les aventures de l'homme araignée au cinéma. Fallait bien profiter, hein. PS2, Xbox, GameCube, Game Boy, Nintendo DS, la saga s'étend sur une grande partie des consoles du marché. Et je dois bien avouer qu'avec mes petits yeux d'enfant à l'époque, j'ai kiffé. J'ai kiffé faire ce que je ne pouvais pas faire avec la trilogie de Sam Raimi, c'est-à-dire me balancer d'immeuble en immeuble, et en quelques mots, être Spider-Man. Et visiblement, j'étais pas le seul. Parce que oui, en effet, en plus des excellents scores au box-office des films, si l'on prend les jeux vidéo Spider-Man les mieux vendus de tous les temps jusqu'à aujourd'hui même, si on regarde les 12 meilleures ventes des jeux Spider-Man, vous avez 9 jeux tirés des films, et donc sortis entre 2002 et 2007. C'est bien simple, 2002-2007, Spider-Man que ce soit au cinéma ou aux jeux vidéo, c'est tout là-haut. Et à ce moment-là, on pouvait se dire que tout allait bien, mais non, Spider-Man 4 était bel et bien prévu, mais de nombreuses divergences créatives entre Sam Raimi et les studios, notamment sur le choix du bad guy, firent éclater le projet. Sam Raimi claque la porte, Tobey Maguire le suit, cette saga Spider-Man restera donc à jamais une trilogie. Et alors là, on va un petit peu rentrer dans les accords entre Sony et Marvel. Comme dit plus tôt dans la vidéo, Sony avait racheté les droits cinématographiques de Spider-Man en 1999. Et l'accord stipule que si le personnage n'était pas exploité pendant une certaine durée, Marvel récupérait automatiquement les droits. Ce qui a poussé Sony à développer rapidement une nouvelle saga pour garder les droits du super-héros. Et cette nouvelle saga, il s'agit bien évidemment de The Amazing Spider-Man avec cette fois-ci Andrew Garfield dans le rôle titre. Bon, on a été un vilain lézard. Et là, ça a commencé à se gâter. La popularité du personnage stagne et n'attire plus autant au cinéma comme le montrent les chiffres du box-office de The Amazing Spider-Man sorti en 2012, malgré le budget du film colossal estimé à 230 millions de dollars. Et pire, Sony investit encore plus d'espoir dans sa suite, le destin d'un héros que ce soit dans le film, ainsi que dans toute la promo qui l'a entouré. Tout ça pour que The Amazing Spider-Man 2 réalise des scores inférieurs au premier film, largement en deçà des attentes de Sony, devenant même le film Spider-Man le moins rentable depuis les années 2000. Faut dire aussi que même si les films plaisent moins, la majorité des gens n'ont pas compris ce changement d'acteur brutal et ce reboot de la saga. Donc tu te retrouves un peu paumé parce que t'attendais Spider-Man 4 et au final tu te retrouves avec un reboot. Côté jeu vidéo tiré du film, c'est pareil, et pourtant on te sert la même chose que durant la première trilogie, en plus joli forcément, on a avancé d'une décennie. Mais pareil, le succès n'est plus au rendez-vous. Et si l'on additionne les ventes des jeux The Amazing Spider-Man sur PS3 et 360, on obtient un score d'1,5 million de ventes. Là où il y a 10 ans, le jeu vidéo Spider-Man à lui tout seul et sur une seule console, à savoir la PS2, réalisait un score de 4,5 millions de ventes. On aura ensuite The Amazing Spider-Man 2 qui sortira aussi 2 ans plus tard, en 2014, sur 4 consoles différentes, pour des résultats encore inférieurs avec 1,3 million de ventes au total. Du coup, il a fallu se mettre en retrait et trouver des solutions, que ce soit au niveau du cinéma mais aussi du jeu vidéo. Et on en arrive au titre de la vidéo, à savoir est-ce que l'on va suivre la renaissance du héros qui va lui permettre de devenir aussi populaire qu'au début des années 2000. Ces histoires, vous commencez à les connaître, mais je les rappelle. Sony passe un nouvel accord avec Marvel pour pouvoir partager les droits cinématographiques du super-héros et le faire apparaître dans l'univers qui est créé par Marvel Studios, le MCU, avec Disney. Sony continue de payer pour écrire, réaliser, produire les films Spider-Man. Ils toucheront donc l'intégralité des recettes générées par les films qui sont donc faits par Marvel Studios et Disney. Ouais, c'est un petit peu royal comme situation. Et de l'autre côté, Disney et Marvel ne récupèrent absolument rien en ce qui concerne les recettes générées par le film, mais vont récupérer de l'argent via les ventes de produits dérivés. Ça, c'est pour la partie cinéma. Et du côté du jeu vidéo, Sony récupère l'exclusivité de la licence dans le but de proposer le jeu Spider-Man le plus ambitieux de l'histoire. Ces deux visages sont donc la potentielle renaissance du héros, au cinéma et sur la scène du jeu vidéo. Et au final, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez un bras en métal, mais c'est génial ça! Alors,
Premièrement, j'ai flippé. Pourquoi? Parce que Marvel Studios et Disney se sont précipités de récupérer les droits du héros pour l'intégrer au MCU le plus rapidement possible. Et deuxièmement, parce que le personnage est bien plus jeune que ce que l'on avait l'habitude de voir au cinéma. Et niveau identification, j'avais peur que la majorité du public ne se reconnaisse pas dans ce Peter Parker. Et puis, coup de génie, Spider-Man intègre le MCU, non pas via un film solo qui aurait certainement eu du mal à devenir un gros succès car imposant au grand public une nouvelle fois un nouveau visage au tisseur de toile en à peine 10 ans, mais en 2016 dans Captain America Civil War, sorte d'Avengers 2.5, promis à dépasser le milliard de dollars de recettes et qui pourra donc offrir une grande notoriété au nouveau visage de Peter Parker. De ce côté, tous les voyants sont au vert, il ne reste plus qu'à réussir cette nouvelle adaptation du super-héros d'un point de vue artistique. Et oui, c'est une jolie réussite, et on en attendait pas moins de Marvel Studios pour l'un des personnages phares de son catalogue. Spider-Man est toujours aussi cool à suivre. Notre relation avec ce Peter Parker, très jeune, est différente, et on ne s'identifie pas forcément à lui, mais on souhaite le protéger, on ne veut pas qu'il lui arrive de mal. Sentiment de protection et d'affection que nous avons ressenti dans le final d'Infinity War, si l'attache au personnage a fonctionné chez vous. I don't wanna go. I don't wanna go, sir. Please. Please, I don't wanna go. I don't wanna go. Sorry. Et dans tous ces beaux discours, nous venons de sauter une étape extrêmement importante pour l'avenir du super-héros au cinéma. Cette étape, c'est Spider-Man Homecoming bien sûr. Et pourquoi est-ce si important? Parce que le contrat qui lie Sony à Marvel à propos des droits cinématographiques du personnage a une date de fin. Et cette fin de contrat aurait lieu en 2019, juste après Avengers 4 et les nouvelles aventures de Spider-Man en solo. Et qu'est-ce qui pourrait pousser Sony à renouveler cet accord avec Marvel? Et bah tout simplement le fait de pouvoir faire plaisir aux fans, que l'on puisse tous être contents de suivre Spider-Man aux côtés d'Iron Man, de Captain America, de Thor, de... Non. L'argent. Vous pouvez voir où on en arrive, le succès ou non de Spider-Man Homecoming était déjà déterminant pour l'avenir du héros dans le MCU, tout en sachant que parallèlement à tout ça, Sony met en place son Spider-Verse, un univers Spider-Man mais sans le super-héros. Et on va pas se mentir, le non-succès d'Homecoming pourrait très vite mettre un terme à cet accord. Donc, renvoyer l'araignée chez Sony et certainement vivre une nouvelle fois un énième reboot du personnage pour pouvoir l'intégrer directement au Spider-Verse qui est en train de développer Sony. Résultat des courses, Spider-Man Homecoming devient le deuxième plus gros succès du super-héros au cinéma, tout juste derrière Spider-Man 3 et ses 890 millions de dollars de recettes. Cette nouvelle adaptation du héros en solo est bien évidemment portée par la grande communauté des fans du MCU, et la présence de Tony Stark, Iron Man, dans le film. Sacré coup de com' d'ailleurs. Tom Holland est donc bien parti pour rester au sein du MCU. Ça fonctionne, et ça fonctionnera encore plus à l'avenir avec un Peter Parker qui devrait prendre du galon au sein des Avengers. Si le souhait de Marvel est de nous permettre de voir Tom Holland, et donc Peter Parker, grandir à l'écran durant des années et des années de la même manière que Harry, Ron et Hermione dans Harry Potter, et bah je dis oui, et je pense qu'en plus de l'affect que l'on ressent déjà pour le personnage, avec un peu plus d'âge et de maturité, nous arriverons aussi à nous identifier plus facilement à lui. Du côté du cinéma, l'avenir de Spider-Man a l'air de s'éclaircir après les quelques mésaventures d'Andrew Garfield. Et du coup, côté jeux vidéo, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes Spider-Man? La prochaine fois, faut laisser faire les pros. Ok, et si les pros sont pas là? Très drôle. On va pas y aller par quatre chemins, oui, il s'agit du meilleur jeu Spider-Man en monde ouvert. Sans être pour autant un des titres qui va concourir au rang de jeu de l'année 2018, faut pas déconner non plus. Mais après tout, c'est pas le plus important. Le plus important est que nous avons un jeu Spider-Man en monde ouvert qui n'essaye pas de s'aligner sur la sortie d'un film pour booster ses ventes. On ressent l'ambition, l'envie de créer une saga Spider-Man au même titre que les Batman Arkham de Rocksteady. Et on en attendait pas moins de la part des gars de chez Insomniac qui avaient taffé sur Sunset Overdrive. Une expérience qui a clairement dû les aider pour faire ce nouveau Spider-Man. Pour info, les Spyro et Ratchet & Clank, c'était eux aussi. C'est aussi la première fois qu'un jeu vidéo est estampillé Marvel, comme un label de qualité. Certainement un peu dommage qu'il ne soit qu'une exclue PS4, ce qui va empêcher beaucoup de monde de mettre la main dessus. Mais bon, peut-être un mal pour un bien, car la qualité est souvent au rendez-vous avec les exclusivités Sony. Pas de clown en costume comme Spider-Man. Et c'est mon dernier mot, à moi, J. Jonah Jameson. Pour revenir au jeu et similairement à Homecoming, nous sommes Spider-Man dès le début, on ne perd pas de temps. Graphiquement c'est plutôt joli sans être forcément fou techniquement. Le fait de se balancer d'immeuble en immeuble n'a jamais été aussi fluide, aussi cool, au point où j'ai rarement été au sol durant toute ma partie. L'un des points sur lequel était attendu Insomniac, c'était bien sûr le système de combat. Et je dois dire que oui, ça se rapproche beaucoup du dynamisme des Batman Arkham en jouant sur des esquives etc. Mais ça fait du bien d'avoir enfin un système de combat vraiment agréable dans cette licence. En accord avec ce dernier point, la difficulté se fait bien plus ressentir, surtout lors des phases avec des vagues d'ennemis. Et ça fait du bien parce que je trouvais Spidey dans la plupart des autres jeux ultra cheatés lors des combats. Sinon à part ça, le jeu est rempli d'humour, que ce soit le mode photo, les voyages rapides ou l'on prend le métro dans notre tenue de super-héros. Et bien sûr le plus drôle, c'est Spider-Man lui-même.
Et pour ça, on peut remercier encore une fois Donald Renew, doubleur français de Peter Parker dans le jeu, qui s'est donné comme jamais pour habiter le personnage. Il a déjà doublé Andrew Garfield à de nombreuses reprises, notamment pour ses 2 films Spider-Man. C'est donc un petit comeback pour le doubleur français, et qu'est-ce que c'est bon. Côté défaut, on notera une caméra non automatique et donc souvent aux fraises durant les phases de combat. Aux fraises toujours l'intelligence artificielle des ennemis. Et bon, on va pas se mentir, on commence à y être habitué. Les phases d'infiltration avec Mary Jane sont inintéressantes et je vois pas trop pourquoi ils ont souhaité inclure ça dans le jeu. Et le pire truc au monde niveau user experience, c'est ce petit voyant quand tu t'approches de quelque chose avec quoi tu peux interagir, comme une porte par exemple, pour l'ouvrir. Le curseur se transforme en cible avant de passer au triangle. Donc oui, il faut appuyer sur triangle. Mais ça m'est juste arrivé 3468 fois d'appuyer sur rond parce que juste avant le triangle, on me fout devant les yeux une cible ronde qui ne sert à rien au final. Bon voilà, quelques défauts techniques à noter, mais dans l'ensemble, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien kiffé. Pour conclure, est-ce que nous ne sommes pas actuellement en train de suivre la meilleure partie des aventures de Peter Parker, que ce soit au cinéma et niveau jeux vidéo? Et c'est compliqué à dire parce que c'est générationnel. Je fais partie de la génération qui a suivi l'Homme Araignée au début des années 2000, donc forcément, cette période me marque et va me marquer pendant longtemps. Même si aujourd'hui, avec du recul, on y voit de nombreux défauts, notamment les expressions improbables de Tobey Maguire qui aujourd'hui font le bonheur d'internet. C'est juste incroyable, en l'espace de 3 films, le mec est devenu une usine à même à lui tout seul. On peut aussi revenir sur les jeux vidéo, qui étaient des mondes ouverts assez pauvres, pour ne pas dire très vides. En plus, un an plus tôt, on avait GTA 3, donc bon, comparativement, niveau monde ouvert, ça fait un peu pitié. Mais au-delà de tout ça, oui, Spider-Man est de nouveau dans une bonne dynamique. Une bonne dynamique sur la scène du jeu vidéo, où l'on ressent l'ambition de faire de très bons jeux. Là où ce que l'on avait auparavant ressemblait bien plus à des aspirations marketing plutôt qu'artistiques, dans le but de simplement vendre des jeux sans grandes ambitions, en surfant sur la sortie d'un film. Est-ce que le succès suivra? J'en ai bon espoir. Nous suivons aussi une excellente dynamique du côté du cinéma, le personnage plaît majoritairement et devrait convaincre les plus réticents petit à petit. Tom Holland est un bon Peter Parker, à l'écran et en dehors. Parce que oui, sa personnalité dans la vie de tous les jours n'est pas si éloignée que ça de celle qu'il interprète à l'écran. Entre gaffe de jeunesse et galipette dans tous les sens, Tom Holland peut être Peter Parker. Et ça, dans la vie de tous les jours. Comme les Robert Downey Jr. avec Tony Stark. Les résultats d'Homecoming étaient bons, et cette nouvelle représentation du personnage devrait voir sa cote de popularité continuer de grimper grâce à ses apparitions dans Infinity War et le futur Avengers 4. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez les nouvelles directions qu'ont pris Spider-Man sur les scènes du cinéma et du jeu vidéo. Quel est votre film Spider-Man préféré? Sans originalité, le mien c'est Spider-Man 2. Quel est votre jeu Spider-Man préféré? Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Moi, de mon côté, je vous laisse et retourne à New York.